David, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous ce matin pour parler d'une revue qui va directement avec la petite musique là qu'on vient d'entendre. Et cette revue, c'est la revue Ingeweb, une revue d'études sur le yiddish. Incroyable. Comment avez-vous découvert cette revue? Eh bien, la réalisatrice Nourit Aviv a fait un film qui s'intitule Yiddish, dans lequel de jeunes gens parlent de leur relation personnelle au yiddish et déclament avec ferveur les vers de leur poète yiddish favori. Devant la caméra de Nourit Aviv, ils sont 7 jeunes d'aujourd'hui, garçons ou filles, juifs ou non juifs, à avoir un jour éprouvé un véritable coup de foudre pour le yiddish et pour les grands poètes yiddish de l'entre-deux-guerres qui avaient grosso modo leur âge il y a une centaine d'années. Ainsi, Raphaël Koenig est l'un de ces 7 jeunes. Il est né à Paris, ancien élève de l'école normale supérieure. Il est agrégé de lettres modernes. Il est diplômé de Harvard en littérature comparée. Et il est membre du comité de rédaction de la revue d'études sur la langue et la culture yiddish, la revue Ingeweb. C'est intéressant parce que, contre toute attente, des jeunes, juifs et non juifs, donc israéliens et européens, redécouvrent cette langue. Il y a d'ailleurs cette blague. Il y a d'ailleurs cette blague qu'on raconte dans un autobus de Tel Aviv. Une mère parle avec animation en yiddish à son petit garçon qui lui répond en hébreu. Et chaque fois, la mère lui dit non, parle yiddish. Elle lui dit red yiddish. Voilà. Et un Israélien impatient, entendant cela, s'exclame: Madame, pourquoi insistez-vous pour que ce garçon parle le yiddish au lieu de l'hébreu? Et la mère de répliquer: je ne veux pas qu'il oublie qu'il est juif. Oui, c'est très fort et c'est une blague qu'on trouve dans le livre Les joies du yiddish de Léo Rosten qu'on peut conseiller à nos auditrices et nos auditeurs. Alors on se recadre sur Ingeweb. Sous quelle modalité se fait le retour d'ailleurs de cette génération, c'est-à-dire on va dire les 20-35 ans, au yiddish? Alors, le yiddish semble depuis toujours avoir généré toutes sortes de passions et de fantasmes, comme si cette langue avait appartenu autant au royaume du réel qu'à celui de l'imaginaire. Pour ceux qui vivaient en elle, rien ne semblait jamais acquis. La langue, cette chose que tout homme reçoit gratuitement en partage, pour paraphraser Franz Kafka, était au contraire une conquête de chaque instant. Et compte tenu de la précarité du statut de cette langue et de la menace qui pesait sur elle, sur le yiddish, de destruction violente ou, dans le meilleur des cas, de dilution de la société d'accueil, ses locuteurs semblaient sans cesse acculés à la soutenir et à lutter pour elle. Pour des auteurs comme Joseph Roth et surtout Franz Kafka, qui s'en sentaient exilés parce qu'il n'y avait pas accès, le yiddish va devenir une terre élective, une sorte de havre imaginaire. Il y a un retour qui se fait aujourd'hui, Lise, sous forme d'une tentative de réappropriation. Une fois de plus, comme un siècle plus tôt, mais de façon tout à fait différente, le yiddish devient l'objet d'une élection. Et longtemps, cet univers culturel, comme la langue dans laquelle il évoluait, est restée lettre morte pour les jeunes nés pendant ou après la guerre. Est-ce que je peux juste rajouter un petit mot? Rachel Hertel, dans une interview qu'on a réalisée avec Léa Moscona pour les cahiers yiddish, le dernier numéro, Rachel Hertel nous a dit qu'en fait, le yiddish pouvait être un substitut de nationalité. C'est très intéressant. Voilà. Et comme vous allez en parler, ça fait une transition. C'est ça, oui. Il y a une sorte de besoin de remonter le cours des paroles mortes, pour citer Gérard Wajman, qui est cité lui-même d'ailleurs par Rachel Hertel, qui s'est emparé des nouvelles générations essentiellement vers la fin des années 60. Donc le génocide nazi avait frappé de mutisme toute une génération qui avait cru perdre à jamais l'usage de cette langue. Oui. Et elle avait pourtant, cette langue, survécu de manière souterraine. Le besoin d'en retrouver la mémoire enfouie en a poussé beaucoup à s'y replonger. C'est le cas donc de la revue Ingeweb. C'est un phénomène d'ailleurs qu'on peut observer un peu partout en Europe et aux États-Unis, jusqu'au Mexique, où là-bas, Lise, il y a un centre d'études de yiddish au Mexique. Alors c'est pas non plus, ils drainent pas une population incroyable. Mais je sais qu'il y a beaucoup de juifs ashkénazes au Mexique qui ont le yiddish comme culture. C'est ça. Et d'ailleurs en Argentine, au Brésil également.
Et même, il y avait un journal yiddish publié à Cuba entre les années 30 et 50. Oui. Et ces journaux-là sont disponibles en microfilm. Oui. Donc, si vous voulez, le contexte socio-culturel n'est plus là. Donc, forcément, une langue a besoin des locuteurs pour exister. Bien sûr. Sholem Aleichem lui-même ne parlait pas le yiddish avec ses enfants. Et alors là, je parle sous vos auspices, Lise, mais Raphaël Koenig au téléphone me disait que dans les salles de classe où on apprend le yiddish, une partie de la classe se situe dans la tranche d'âge 65-75 ans et l'autre partie de la classe dans celle des 20-35 ans, comme si cela avait sauté une génération. Alors, je confirme, je surconfirme, je reconfirme. Mais il y a une chose aussi, il y a un pays qu'on n'a pas cité, dans lequel le yiddish revient également beaucoup, d'une façon artistique, avec des cours partout, c'est en Israël. Ah oui. Et en fait, en Israël, le yiddish n'a jamais cessé réellement, contrairement à beaucoup de choses qui ont été véhiculées, qui selon moi sont fausses. Bien sûr que le yiddish n'était pas la seconde langue d'Israël, mais le yiddish reprend, c'est la langue des grands-parents, c'est du coup l'attendrissement des jeunes générations. Et il y a une troupe de théâtre yiddish avec des jeunes acteurs, chanteurs dont beaucoup viennent de l'ex-Union soviétique, extraordinaire en Israël. Il y a des cours dans presque toutes les universités. Voilà, j'avais juste envie de le dire. Alors maintenant, pourquoi ce nom de Geveb? Alors, il existe un recueil en 2 volumes de poèmes, 2 volumes de poèmes qui sont écrits en yiddish par Yehoash. Yehoash est le pseudonyme de Solomon Blumgarten, c'était fin 19e jusqu'au début 20e. Geveb est un mot yiddish qui signifie texture, tissu ou tissage. D'ailleurs, le mot texte... C'est aussi la toile. Oui, c'est ça. En nommant son volume Ingeveb, le poète donc Yehoash exprime la conviction que toute la culture juive et yiddish, passée, présentée et future, peut être tissée dans la poésie. Plus concrètement, vous l'avez dit, Geveb est aussi un mot pour le web, et Geveb est une façon détournée de dire en ligne. Oui, c'est vrai. Donc l'objectif est d'utiliser là de nouveaux outils, les nouvelles technologies, pour continuer à tisser la toile de la culture yiddish. Cette revue webmatique permet de publier à la fois des textes dans le yiddish original et en anglais, et le lecteur peut choisir la version qu'il souhaite lire. Waouh, vous êtes bon en yiddish, David. Où et quand a germé l'idée, en fait, de créer cette revue en ligne d'études yiddish, Ingeveb? Alors, l'idée d'une revue en ligne d'études yiddish a germé en 2010 à l'université Ben Gurion. Ça a été fait aux États-Unis. Le dernier journal consacré au yiddish, Rouliot, a cessé de paraître en 2008. Les chercheurs yiddish n'avaient plus de revue où partager leurs recherches. Donc, en créant une nouvelle revue d'études yiddish, le premier objectif était de créer un site qui présente la diversité des études yiddish. L'étude de la littérature yiddish, du théâtre, de la linguistique, de l'histoire, de l'anthropologie, de l'ethnomusicologie et au-delà. Donc la revue publie des articles universitaires de haute qualité, évalués par des pairs. Donc c'est vraiment une revue universitaire. Oui. Et outre les articles académiques, Ingeveb comprend 3 autres sections: les textes et traductions, la pédagogie et le blog Ingeveb. La section des textes et traductions présente des traductions originales d'œuvres de grands écrivains yiddish, comme David Bergelson et Avrom Sutzkever. La section pédagogique donne aux enseignants yiddish un espace pour partager avec d'autres enseignants du matériel pédagogique et leurs propres expériences en classe avec d'autres enseignants. Et enfin, il y a le blog Ingeveb. On y trouve des rapports, des conférences internationales, des essais, des interviews, des podcasts et des vidéos. Donc, mais si vous voulez, ce que m'expliquait Raphaël Koenig par téléphone, c'était que ils peuvent vraiment publier ce qu'ils veulent, parce que il n'y a pas non plus une foule qui se rue sur les textes en yiddish. Donc du coup, il n'y a pas d'enjeu commercial, et au niveau du copyright, ils ont les coups des franges. Il faut juste dire une chose, c'est que le yiddish est la première littérature au monde entièrement accessible en ligne. C'est intéressant parce qu'il y a le Yiddish Book Center, oui, qui est en train de... Yiddish Book Center, formidable. J'insiste. Qui numérise, qui est génial, qui numérise l'ensemble des livres publiés en yiddish. Il y a déjà 1/3 des publications qui sont en yiddish de la littérature, ce qui est un rêve incroyable. Alors, quel est ce projet Milgräum, du nom d'une revue yiddish de l'entre-deux-guerres? Milgräum, c'est quoi, Milgräum? Alors, Milgräum, c'est là
C'est la grenade. C'est la grenade en yiddish. Voilà. Je plaisante. Donc je vais faire un cours. Oui. Dans l'entre-deux-guerres, il y avait des écrivains et des militants culturels yiddish qui ont produit un certain nombre de revues littéraires. Certaines étaient animées par des groupes artistiques comme le Chaliastre. Je ne sais pas si je prononce bien. Très bien, magnifique. Alors. Non, mais David, vous portez le yiddish en vous. Bah oui, parce que ça a été parlé par toute ma famille et autour de moi. Donc il y avait certaines revues qui étaient animées par des groupes artistiques et certains étaient en grande partie aussi, certaines revues étaient aussi uniquement le travail d'une personne comme Uri Zvi Greenberg qui dirigeait la revue Albatros. Chacun est un instantané de la culture yiddish à une époque et dans un lieu spécifique au cours d'une période qui a vu à la fois une production créative incroyable en yiddish et des changements dramatiques pour le yiddish, pour la vie juive en Europe et pour le cours de l'histoire européenne moderne. Donc Inge Weib s'est associé à la presse historique juive, Historical Jewish Press, pour rendre accessible à nouveau certaines des plus importantes revues littéraires yiddish de l'entre-deux-guerres. Et avec Historical Jewish Press, je ne sais pas si je prononce mieux le yiddish que l'anglais, ils vont publier... On va y remédier, non, je plaisante. Ils vont publier les scanners en couleur de centaines de revues les plus importantes, ainsi que les traductions d'écrits choisis. Donc la presse historique juive est une co-entreprise de l'Université de Tel Aviv et de la Bibliothèque nationale d'Israël. Ces journaux, qui ont souvent eu une courte durée, sont un fascinant regroupement d'art moderniste, de littérature yiddish et de critique, d'érudition et de polémique politique, expliquent les organisateurs sur le site web du projet. Donc le premier journal à être présenté est Milgräum, un journal en langue yiddish, publié à Berlin entre 1922... Alors, là, je vous interromps, c'est important. Donc entre 22 et 24. Oui, c'est ça. Et il y avait aussi du yiddish en Allemagne, contrairement à beaucoup de rumeurs qui ont circulé dans les décennies qui ont suivi. Il y avait du yiddish. C'est important de le préciser parce que les rumeurs, c'était oui, les juifs allemands n'aiment pas le yiddish et tout. Il y a eu du yiddish en Allemagne et je suis contente que vous nous le rappeliez. Ouais, c'est ça. Dans l'entre-deux-guerres, il y avait du yiddish en Allemagne, bien sûr. Bien sûr. Et le projet prendra également le nom de la revue Milgräum, donc ce projet dont on parlait, qui se traduit par Grenade, vous l'avez dit. Inge Weib publie des traductions de textes parus dans cette revue, ainsi que des commentaires et des critiques. C'est Raphaël Koenig, que je citais au début de l'émission, qui s'occupe de cette section. Et il y a des numérisations en couleur des revues qui sont disponibles sur le site. Et le projet doit s'étendre à d'autres revues à l'avenir, Lise. Alors, je voudrais dire que quand on tape sur la barre Google IN, plus loin Geweb, G-E-V-E-B, on tombe, mais alors pile dessus. Ouais. C'est très simple. Il y a aussi des choses en yiddish et en anglais. Donc, c'est accessible à tout le monde et c'est juste tout à fait passionnant. Merci beaucoup, David Reinhardt, pour cette belle revue des revues. Et nous, on se retrouve dans un mois. Au revoir, merci. Au revoir.